Bien, Madame la présidente et cofondatrice de la Fondation des femmes, bien, Madame la chef de division du développement inclusif et des partenaires de l'OCDE, Mathilde Missica, Monsieur le professeur Yannick Lorty, Madame Lucie Pétavin, docteur en histoire et essayisme, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence aujourd'hui dans cette grande chambre de la Cour des comptes et naturellement, comme toujours, en ligne, en cette journée internationale des droits de la femme un peu anticipée, mais c'était plus facile d'organiser pour nous un événement le jeudi que le samedi. Et je tenais à ce que la Cour des comptes, comme chaque année, soit au rendez-vous de la journée internationale des droits des femmes pour une table ronde sur la lutte contre les discriminations, centrée cette année sur le coût des inégalités pour les finances publiques. Je suis très heureux d'ouvrir cette table ronde ce matin, car, vous le savez, je vais essayer d'expliquer que ce n'est pas qu'un mot, mais aussi une série d'actions. J'attache une importance majeure à l'engagement des juridictions financières pour faire de l'égalité et de la diversité un axe majeur de notre transformation et de notre avenir. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir répondu à cette invitation. En particulier, je tiens à remercier nos intervenantes et notre intervenant pour leur présence, Madame la présidente et cofondatrice de la Fondation des femmes, reconnue d'utilité publique en 2024, chère Anne-Cécile Melfer. Je vous remercie de prendre ce temps ce matin pour partager avec nous votre vision sur les conséquences et le coût des inégalités sur les finances publiques. Votre fondation est la fondation de référence en France sur les droits des femmes, les luttes contre les violences dont elles sont victimes. Elle apporte un soutien financier, juridique, matériel, mais surtout humain à des initiatives associatives qui ont un impact concret sur l'ensemble du territoire. La Fondation a également été à l'origine de la création en 2016 de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, ce qui n'est pas sans lien, bien sûr, avec le sujet de cette table ronde. Je vous remercie également pour sa présence Mathilde Missica, chef de la division du développement inclusif et des partenariats à l'OCDE. Ses travaux sur l'égalité des genres à travers la base de données de l'indice institutions sociales et égalité des genres nous permettront d'avoir un regard international sur les échanges de cette table ronde par pratique depuis longtemps. Je sais à quel point ces comparaisons internationales sont majeures et le rôle que joue l'OCDE en la matière. Lucie Pétavin est docteur en histoire et essayiste, membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes, et elle participera également à cette table ronde, experte dans le domaine de la prévention des violences. Elle a notamment été co-autrice du rapport sur le coût des violences sexuelles faites aux enfants pour la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. Elle est également cofondatrice de l'association Gender and Statistics et a publié en 2021 Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Elle s'y connaît donc en matière de coût des inégalités. Nous la remercions pour son temps ce matin. Enfin, je remercie M. Lorty, professeur d'économie et directeur de la Fédération de recherche du CNRS, théorie et évaluation des politiques publiques, également directeur de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur, membre du Haut Conseil pour l'égalité, du Conseil national d'information statistique et du comité d'information de la DGAFP. Il a remis en 2016 au Premier ministre un rapport sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public et depuis lors a réalisé de nombreuses études relatives aux mesures des discriminations. Monsieur Lorty éclairera sans aucun doute un regard quantitatif. On en a besoin, les sujets qui seront abordés dans cette table ronde. Je disais que c'était une grande joie pour moi de vous réunir autour de cette table ronde pour revenir ensemble sur la question du coût des inégalités pour les finances publiques. En tant que premier président de la Cour des comptes, je trouve ce sujet naturellement très intéressant. Il faut avoir conscience des enjeux de finances publiques engendrés par les inégalités, car ils existent et ils sont massifs. Je tiens à saluer celles, au pluriel, sans qui la Cour ne pourrait avancer aussi rapidement sur la transformation interne en faveur de l'exemplarité en matière d'égalité. Je remercie d'abord Mireille Faugère, référente égalité et diversité de la Cour, qui assurera par ailleurs la modération de cette table ronde, à qui notre action, je le dis publiquement, doit beaucoup. Maya Virguin, notre secrétaire générale, qui nous apportera ses conclusions, Julie Serrinstin, qui assurera le relais de vos questions. Merci aussi à Muriel Domnac, de la Cour féminin, qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui s'investit déjà beaucoup sur ces sujets. Marianne Pitna, chef de projet de labellisation pour la
préparation de cet événement. Je vais revenir sur la labellisation. Enfin, je tiens également à adresser mes remerciements à Sandra Faure et à Emeline Arcambal, qui traduiront en simultané, qui font cette conférence en langue des signes. Je disais que célébrer le 8 mars est pour moi un impératif. J'imagine que chaque responsable administratif ou politique aujourd'hui qui célèbre le 8 mars dit que c'est impératif pour lui. Je vais essayer de vous montrer pourquoi ça l'est un peu plus pour moi et surtout un peu plus pour la Cour des comptes, en montrant concrètement comment cette maison attache une importance particulière aux enjeux d'égalité, de diversité, de lutte contre toutes les formes de discrimination. Quand je suis arrivé à la tête de la Cour des comptes en juin 2020, c'est presque 5 ans, j'ai initié un projet collectif de transformation des juridictions financières, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, intitulé Juridiction financière 2025. Nous y sommes, puisque nous sommes en 2025. Et collectivement, nous avons défini l'engagement en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité comme une condition sine qua non du développement de chacune et chacun au sein de nos collectifs de travail. Nous avons mis en œuvre 75 actions pour renforcer l'agilité, l'efficacité de notre action, pour développer notre attractivité. Mais ces chantiers n'auraient pas véritablement abouti si nous n'avions pas garanti en parallèle à toutes et tous un haut niveau de qualité de vie au travail, une égalité des chances devant toutes les opportunités professionnelles, une protection contre toutes les formes de discrimination et de harcèlement. Notre objectif, c'est d'assurer un environnement de travail qui soit sain, valorisant, mixte et qui fait de la diversité non pas une contrainte, mais une force. Dans ce domaine, la Cour des comptes doit être un modèle. Nous relevons des manques, nous faisons des préconisations auprès d'autres institutions et administrations publiques. Nous avons fait plusieurs rapports sur l'égalité hommes-femmes. Et le corollaire était forcément d'être nous-mêmes irréprochables en tant qu'institution en matière d'égalité, de diversité, de lutte contre les discriminations de tout type. Et pour être honnête, 5 ans après, je suis assez fier de voir le collectif des juridictions financières s'engager ardemment à faire de ces exigences une réalité. Premier engagement, il est sur l'égalité professionnelle. Nous avons obtenu en avril 2023, en un temps record, le label Égalité AFNOR. C'est une initiative que j'ai moi-même portée. J'ai un peu poussé les feux et brusqué les services pour qu'on y parvienne. Et Mireille Faugère, notre référente égalité et diversité des juridictions financières, qui était auparavant présidente de l'association de la Cour féminin, et Marianne Picnard, chef de projet, ont fait aboutir cette labellisation de main de maître. Mais je tiens à rappeler ce matin que cette labellisation nous engage encore davantage dans une démarche de suivi et d'amélioration continue, et nos résultats, eux aussi, doivent continuer de suivre. Ils suivent d'ailleurs, puisque nous venons d'être audités, et je crois que nous sommes sortis vraiment avec les honneurs. J'ai aussi souhaité rééquilibrer la représentation entre les femmes et les hommes dans les postes d'encadrement. Alors, il y a un petit peu plus de femmes, je crois, Madame la secrétaire générale, que d'hommes à la Cour des comptes, c'est genre 51-49, mais il y a toujours un retard à combler. L'engagement est pris et l'impulsion est lancée. Ce retard, il porte en particulier sur les effectifs de catégorie A+. Dans les effectifs de catégorie A, 64% sont des femmes, alors qu'elles ne représentent que 34% des effectifs dans l'encadrement supérieur de la catégorie A+, et en particulier, naturellement, chez les magistrats et magistrates. Bon, il y a du progrès. Je suis maintenant, j'ai été jeune longtemps, maintenant je suis un des plus anciens dans la maison. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis le premier président, j'espère, mais enfin, je suis un des plus anciens. Et quand je suis arrivé ici il y a 40 ans, c'est toujours une déchirure pour moi de prononcer ce chiffre. Quand je suis arrivé il y a 40 ans, il y avait 2 femmes conseillères maîtres. 2. Une dans ma chambre, une autre qui était l'avocate générale qui fut la première procureure générale, avant vous, Véronique, et avant Catherine Hirsch, Hélène Ristreau. Mais 2 femmes conseillères maîtres. 34%, c'est déjà mieux. J'ai pris la décision, depuis le début de mon mandat, de primo-nommer au moins 40% de femmes au poste d'encadrement supérieur afin de poursuivre un objectif très volontariste de rééquilibrage. Cet horizon de 40%, il est issu de la loi Sauvadet. Nous ne sommes pas une administration, nous sommes une juridiction. Nous n'y étions pas soumis. Mais
il me paraissait juste et transparent de nous inscrire dans un objectif public commun à l'ensemble des administrations, ce que nous recommandons aux autres. Je voulais que nous le fassions pour nous-mêmes. Et cet objectif a été dépassé, avec 45% de primo-nominations féminines aux emplois supérieurs et dirigeants en 2022, 48% en 2023. Donc nous sommes en train de rattraper très rapidement les 40%. J'ai fixé une règle pour tout recrutement, qu'il soit mixte. J'ai tenu les caps qu'avait d'ailleurs fixé déjà mon prédécesseur, de faire en sorte que parmi les présidentes, présidents de chambre, procureurs général, il y ait une parité. Elle est respectée. Toujours, il ne manque qu'une chose, c'est qu'il y ait un jour une première présidente à la Cour des comptes. Si vous voyez la galerie des portraits en dessous, elle est désespérant masculine. Je n'aurai pas mon mot à dire là-dessus, mais je pense que ce sera quand même une bonne chose le jour où ça arrivera. Nous travaillons également avec le label Égalité à l'obtention d'un autre label qui est plus large, qui est le label de diversité. Car je suis résolument convaincu que la diversité des profils, c'est une force motrice essentielle pour un collectif de travail. Pour l'obtention de ce label, nous avons également été audités par l'AFNOR en janvier dernier. Nous serons auditionnés par la commission ministérielle en charge de l'attribution du label. Un diagnostic interne et une cartographie des risques ont été réalisés au regard de 26 critères de discrimination. Ces travaux ont permis d'élaborer un plan de diversité autour de dont le handicap, l'âge, la parentalité, l'aidance ou encore l'état de santé. Je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste sur l'obtention du label diversité si l'on juge par les retours de l'audit. Plus particulièrement, l'ambition des juridictions financières est d'œuvrer concrètement en faveur du handicap. Et c'est d'ailleurs la première partie de notre plan d'action diversité. Par cette démarche, notre idée n'est pas d'obtenir une décoration, un document, un tampon. C'est vraiment d'agir en profondeur sur nos pratiques managériales, nos procédures RH. Mais donc, l'ambition des juridictions financières, c'est d'œuvrer concrètement en faveur de l'égalité. C'est même la pièce maîtresse de notre plan d'action diversité. Avec cette ambition, je souhaite inscrire les juridictions financières dans une politique connue de tous, largement partagée, portée au plus haut niveau de l'institution, déclinée à chaque niveau de responsabilité. C'est dans cette optique que nous avons mis en place non seulement une référente égalité hommes-femmes à la Cour, mais un réseau de référentes et référents égalité et diversité dans chaque chambre régionale territoriale des comptes et dans chaque chambre dans la Cour des comptes. Désormais, ça signifie que nous avons un réseau de 45 personnes qui sont mobilisées pour faire vivre l'égalité et la diversité au cœur des juridictions financières. Et je profite de cette occasion pour les remercier parce que je connais chacune et chacun d'entre eux et je sais que ce sont des femmes et des hommes qui sont très engagés dans ces causes et qui y consacrent du temps et de l'énergie. Même avec l'obtention de labels, même avec des référentes et référents formés spécialisés, il faut que les juridictions financières, dans leur ensemble, poursuivent leurs travaux, poursuivent leurs actions, que ce soit en matière d'insertion dans l'emploi, de responsabilité managériale, d'articulation des temps de vie, pour ne jamais perdre de terrain dans le combat en faveur de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Et en somme, je souhaite vraiment qu'au terme de mon mandat, on puisse dire que celles-ci sont un employeur inclusif et que cette transformation s'inscrive de manière définitive dans une maison qui, c'est vrai, avec quand même des traditions très masculines et un peu traditionnelles en général. Moderniser bouscule toujours, mais tant que je serai ici et jusqu'au dernier jour de mon mandat, je ne ralentirai pas. La recherche permanente de l'égalité n'est pas seulement un axe de transformation interne, c'est aussi pour nous un objet de contrôle qui est très présent dans notre programmation, ainsi qu'une prise en compte permanente de ce prisme dans nos méthodes de travail et dans nos rapports. L'égalité professionnelle, c'est un objet de contrôle important pour les juridictions financières. Il ne l'est pas moins pour les citoyens. Nous le voyons bien à chaque nouvelle édition de notre plateforme de participation citoyenne, parce que depuis 2022, nous avons ouvert aux citoyens la possibilité de nous proposer des thèmes de contrôle, ce qu'ils font. Désormais, cette programmation citoyenne représente à peu près 5% de notre programmation d'ensemble. On va se stabiliser à peu près à ça. En 2023, nous avons ainsi publié une enquête relative au pilotage du plan égalité femmes-hommes au sein de l'État, à la demande des citoyens. Et nous sommes très fiers
d'avoir porté cette enquête sur un sujet aussi fondamental. Notre rôle, c'est d'informer le citoyen sur des enjeux structurants de politique publique, l'égalité entre les femmes et les hommes en État, et pas des moindres. Il convient d'engager une prise de conscience collective sur ce sujet, pour reprendre la formulation de Mme Pétavin. En 2023, puis en nouveau en 2024, notre plateforme citoyenne a rencontré un succès toujours renouvelé. Nous avons eu le nombre de propositions a doublé. Nous avons 950 propositions à l'automne dernier. Parmi elles, de nombreux sujets qui sont aussi liés à l'égalité et à l'inclusion. Et parmi les thèmes sélectionnés pour l'année 2025 figurent notamment la protection juridique des majeurs ou encore la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail. Nous avons également publié très récemment, en janvier 25, un rapport sur les inégalités entre les femmes et les hommes de l'école au marché du travail. Et la Cour y souligne une résorption beaucoup trop lente des inégalités, ainsi qu'une faible mixité, trop faible en tout cas, des parcours scolaires et universitaires. Si des actions ministérielles sur le sujet se sont multipliées au cours des dernières années, elles peinent, il faut le dire, peut-être, faute de suivi. Lancer des plans, c'est bien, mettre en place des actions, c'est mieux, à produire des effets probants. Nous avons fait plusieurs préconisations en la matière, notamment le développement d'une formation spécifique pour le personnel de l'éducation nationale, ou encore la mise en œuvre concrète d'un régime de sanctions en cas de non-respect des obligations en matière d'égalité professionnelle. Autre rapport marquant, publié récemment, celui qui évalue les politiques d'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Ce n'est pas la première fois que nous traitons de cet enjeu transversal de l'égalité et du handicap, bien entendu, mais c'est un rapport qui est inédit car il apporte une analyse, je crois, holistique de la politique d'inclusion scolaire, alors que celle-ci est en pleine évolution. Et pour répondre à ces questions, l'équipe de contrôle a utilisé des méthodes originales et novatrices, les plus inclusives possibles, elles aussi. Enfin, de nombreux contrôles dits organiques des juridictions financières, c'est-à-dire des contrôles relatifs à des entités financées sur fonds publics, abordent désormais les questions de mixité de handicap, les volets égalité professionnelle homme-femme, l'insertion des travailleurs handicapés font de plus en plus souvent l'objet d'une instruction, quelle que soit l'administration contrôlée. Je pourrais poursuivre plus longtemps. Je voudrais aussi insister sur un point qui est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein de la Cour, sur laquelle nous sommes plus que vigilants, très mobilisés. On s'aperçoit d'ailleurs que quand on soulève le sujet, c'est à ce moment-là que se révèlent des cas. Ça ne veut pas dire que la situation s'aggrave, ça veut dire simplement que des comportements qui auparavant étaient tolérés ou muets, qui paraissaient naturels, tout à coup cessent de l'être. Et notre cher secrétaire général passe beaucoup de temps sur ces sujets avec ses équipes. J'ai enfin réussi à mettre un homme au secrétariat général. Je n'avais que des femmes jusqu'à récemment. Une secrétaire générale, deux secrétaires générales adjointes, mais nous venons de recruter un secrétaire général adjoint. Mais on passe beaucoup de temps sur et moi-même d'ailleurs, j'y passe du temps, avec quand même, je ne veux pas utiliser de mots politiques qui seraient trop connotés, mais en tout cas une politique qui n'accepte pas la tolérance dans ces matières, en aucun cas. Voilà. Le rôle du premier président de la Cour des comptes, il est toujours extrêmement frustrant quand arrivent des tables rondes. Soit il introduit des tables rondes auxquelles il ne va pas assister, soit il conclut des tables rondes auxquelles il n'a pas assisté. Somme toute, je trouve plus honnête d'introduire une table ronde auquel on ne va pas participer que de conclure une table ronde qu'on n'a pas vue du tout en disant c'était formidable. C'est le rôle qui m'est attribué aujourd'hui. Mais face à ce bilan que j'ai dressé synthétiquement, j'aimerais rappeler que le travail en faveur de l'égalité, de la diversité, pour lutter contre toutes les formes de discrimination, évidemment, n'est pas un combat achevé. C'est pour ça que cette journée du 8 mars, ce n'est pas une journée dans l'année, c'est un moment où chacun reconnaît symboliquement une cause qui doit être défendue tous les jours. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, elle l'est. La cause de l'égalité vient de loin. Oui, c'est un combat de tous les jours, même si les progrès ont été importants dans tous les domaines au cours des dernières décennies. Ici, je tiens à vous redire ma fierté raisonnable. Il faut toujours être humble sur ce sujet-là, de pouvoir m'exprimer devant vous, devant ce collectif qui s'engage à rendre tangible l'égalité et la diversité au sein des juridictions financières. Merci à toutes les femmes et les hommes, parce que c'est une cause mixte qui font vivre ces priorités au sein des juridictions financières. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente table ronde à laquelle vous ne devez pas
assister, mais on rapportera comme toujours ces travaux finalement, et puis la secrétaire générale fera la conclusion, on ne manquera pas d'en parler, et je vous souhaite une excellente matinée en vous disant une très chaleureuse bienvenue ici parmi nous. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à vous, les panélistes de ce matin dans les juridictions financières qui avaient accepté de passer du temps avec nous sur ce thème que nous avons choisi cette année, qui est le coût des inégalités pour les finances publiques. Donc, pour dire et donner l'information à tous ceux qui sont là, nous avons à peu près une centaine de personnes qui sont présentes dans cette grande chambre qui est le cœur de la rue Cambon. Et nous avons aussi à distance à peu près 200 personnes qui se sont connectées. Donc nous sommes nombreuses et nombreux à être là et à pouvoir regarder en direct ce que vous allez partager avec nous. Donc je vais commencer par vous, Lucile Pétavin. Comme le premier président l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes historienne et puis vous avez écrit ce livre en 2021, un livre remarqué au titre interpellant, Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc ça nous interpelle, ça nous intéresse. C'est un livre très documenté qui éclaire le coût de politique publique que nous étudions de près à la Cour des comptes. Et donc, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous ce matin quelles ont été vos motivations pour écrire ce livre et quels sont les principaux enseignements que vous en tirez. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler donc de la virilité. Parce que quand on parle de rapport de domination, je pense qu'on ne peut pas se passer de parler de cette notion. Mais peut-être la première chose à dire avant de débuter mon propos, c'est que quand on parle de virilité, c'est un sujet qui peut être un peu sensible, et notamment pour les hommes. Parce qu'on a tendance à confondre virilité et homme. Or, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Quand on parle de virilité, on parle d'éducation, on parle de schémas culturels que l'on transmet aux hommes et qui les poussent à commettre davantage de violences, de délits, à se comporter davantage en tant que dominants que les femmes. Et je vais y revenir sur justement cette éducation à la virilité que nous donnons aux hommes. Cela étant dit, pour traiter ce sujet, qui est une approche statistique, économique des violences masculines, alors c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusque-là. Je suis partie de constats statistiques qui se basent donc sur les chiffres officiels des ministères de la Justice, de l'Intérieur, qui indiquent qu'il y a une surreprésentation des hommes comme auteurs de délits, comme auteurs de crimes. Pour vous donner ces chiffres, eh bien, aujourd'hui, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes, 90% des condamnés par la justice sont des hommes. La population carcérale masculine en France représente 96,3% du total. Donc, on a des prisons qui sont remplies d'hommes. Et quand on regarde par type d'infraction, eh bien, on s'aperçoit que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc, 86% des auteurs d'homicides, 97% des auteurs de violences sexuelles, 99% des auteurs de viol, 95% des auteurs de vol avec violence, 91% des auteurs de cambriolage, etc., etc. Je pourrais continuer cette liste, mais je vais m'arrêter là. Alors, quel enseignement tirer de ces statistiques? Eh bien, la première, c'est que le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels est bien le sexe masculin. Bien avant le milieu social, la tranche d'âge, la zone géographique. Et ça, c'est très important de prendre en compte ce premier critère si on veut véritablement s'attaquer aux origines de ces comportements et aux origines de la violence. J'y reviendrai tout à l'heure.
Et cela veut dire que, bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et ce que j'ai constaté, ce qu'on peut tous constater, c'est que toute cette surreprésentation des hommes dans la violence par rapport aux femmes entraîne des coûts. Quand je dis qu'on a des prisons qui sont remplies d'hommes, eh bien, cela veut dire qu'on a des ministères de la justice, de l'intérieur qui fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Et donc, moi, je me suis attelée à estimer combien est-ce que l'État, la société, chaque année dépense pour faire face à cette surreprésentation des hommes en tant qu'auteurs de violences et de délits. Donc, ce que j'ai calculé, c'est finalement un différentiel. Donc, je n'ai pas calculé le coût des hommes, j'ai calculé le coût de la virilité, c'est-à-dire les coûts d'une conséquence éducative qui est différente entre les hommes et les femmes. Et donc, j'ai estimé ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, c'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de faits de délinquance, de criminalité qu'elles. Alors, pour détailler un petit peu ces coûts, mais très rapidement, ce que j'ai estimé, ce sont des coûts directs pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis des coûts indirects qui sont supportés par la société, puisqu'il y a bien sûr des pertes de productivité, des destructions de biens, également des victimes qui souffrent de violences, enfin de traumatismes physiques, psychologiques, etc. Et donc, mon calcul et ma méthode de calcul sont détaillés dans mon livre, comment je suis arrivée voilà, à estimer ce différentiel. Et je vais passer tout de suite aux résultats parce que je n'aurai pas le temps ce matin de détailler. Mais je suis arrivée à une estimation qui est à peu près à 100 milliards d'euros par an, 95,2 milliards d'euros par an. Donc, c'est tout à fait colossal, mais il faut savoir que c'est sous-estimé pour plusieurs raisons. Et les deux raisons principales, c'est la difficulté à avoir accès aux données ventilées par sexe pour chaque type d'infraction. Parce que là encore, je pense que même si les choses sont en train d'évoluer, on est face à un impensé. Donc, il y a une vraie question de travail sur les statistiques. Et puis, eh bien, il y a aussi un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Et donc, j'ai bien sûr pas pu les prendre en compte dans mon calcul. Mais en tout cas, ça permet de rendre plus objectifs les conséquences de l'éducation à la virilité, notamment que nous transmettons aux hommes. Je terminerai mon propos peut-être en parlant des causes, parce que quand je suis arrivée à ce chiffre de 100 milliards d'euros par an, je me suis dit, mais d'où vient cette violence masculine? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature des hommes, donc peut-être des causes biologiques ou physiologiques qui expliqueraient cette surreprésentation des hommes dans la violence et donc on ne pourrait rien y faire et chaque année on serait condamné à payer ce coût de la virilité, ou alors est-ce que la cause est principalement éducative, culturelle, et donc là on pourrait agir sur des leviers qui nous permettraient un jour d'imaginer de vivre dans un monde où on ne paierait pas ce coût de la virilité. Alors très rapidement, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouveraient que les hommes sont plus violents que les femmes. J'aborde dans mon sujet, dans mon essai, je croise plusieurs champs disciplinaires. Alors non, ce n'est pas le cerveau, non, ça n'a pas toujours été dans l'histoire, non, ce n'est pas la testostérone non plus. Parce que ça, c'est un argument qui revient sans cesse. Par contre, effectivement, on a beaucoup d'études de sociologie, de sciences de l'éducation qui montrent qu'il y a une acculturation des petits garçons et des hommes à la violence à travers cette notion de virilité. Donc là, je me suis référée pour cette partie-là aux travaux d'Olivia Gazalet, qui est une philosophe qui a écrit, voilà, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui explique que la virilité est encore une norme à travers laquelle on éduque les petits garçons et les hommes aujourd'hui. Alors, une norme qui est un idéal normatif
et qui rassemble les attributs de force, de puissance à la fois physique et moraux, et qui pousse les petits garçons et les hommes à adopter plus de comportements antisociaux que les femmes. Et on a beaucoup d'études qui montrent comment est-ce que cela se transmet dès les premiers jours de la vie des enfants, que ce soit dans la famille, mais aussi à l'école, par les modèles culturels aussi que nous leur proposons. Voilà, c'est à l'échelle, cette éducation se transmet à l'échelle de la société. Et je terminerai en disant que je me suis quand même posé la question de la solution, parce qu'on paie toutes et tous un prix à cette éducation virile. Alors les femmes, bien sûr, par les violences systémiques que nous subissons, mais les hommes aussi en paient un prix, par exemple par les prises de risques qu'ils vont prendre pour prouver qu'ils sont forts. Et il y a des vraies incidences sur leur taux de mortalité, par exemple. Et donc, pour conclure, j'ai regardé les chiffres et les statistiques de la violence et de la délinquance des femmes. Et effectivement, on s'aperçoit que les femmes, qui représentent la moitié de la population, 51,6% de la population, ont des comportements beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Aussi, ma conclusion, c'est de dire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'éduquerait pas les garçons comme les filles? Alors, quand je dis ça, c'est toujours un peu sensible, parce qu'il y a un mépris du féminin qu'on enseigne, notamment aux garçons aussi, très tôt et dans la société, alors que dire éduquer les garçons comme les filles revient simplement à dire donner une éducation plus humaniste aux garçons, qui développerait leur empathie, qui développerait une autorégulation de leurs émotions, un meilleur contrôle, un meilleur respect d'autrui et des lois. Et si nous donnions cette même éducation aux garçons, eh bien, on économiserait ces 100 milliards d'euros par an à minima qu'on pourrait investir dans des politiques tellement plus porteuses que de construire des palais de justice et des prisons. L'insécurité ne serait plus un problème, puisqu'elle baisserait de façon drastique. Et donc, oui, on vivrait bien dans une société plus riche et plus apaisée. Merci, merci beaucoup, Lucile. Anne-Cécile Maillefer, donc vous êtes cofondatrice de la Fondation des femmes et aussi à l'origine de la création de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes. Alors, vous dites souvent, il faut compter pour avancer. Donc, ça nous parle à la Cour des comptes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris ces deux initiatives? Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers. Merci beaucoup Muriel Demenac et Muriel Faugère, parce que c'est vraiment grâce à vous que se tient cette journée, et je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir rencontrés et de voir qu'on partage énormément de choses et nos combats. Alors avant tout, permettez-moi du coup de me retourner un instant vers ce qui est écrit derrière nous. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils font de l'action de la Cour des comptes et rappellent une exigence démocratique essentielle, celle de la redevabilité de l'action publique. Nous avons toutes et tous le droit de savoir où va notre argent. Et nous avons collectivement le droit de nous interroger, mettons-nous les moyens nécessaires pour atteindre nos ambitions? Et c'est précisément ce constat du manque de moyens qui a conduit à la création de la Fondation des femmes en 2016. On a donc 9 ans depuis quelques jours. À l'époque, le budget du ministère des droits des femmes représentait 0,04% du budget de l'État. Il a augmenté, mais représente toujours 0,04% du budget de l'État. L'égalité était un objectif affiché, mais sans financement à la hauteur. Lutter contre les violences, réduire les écarts de salaire, garantir l'émancipation économique des femmes, tout ça, ça a un coût. Et c'est en comptant qu'on pourra faire en sorte que les femmes comptent. C'est pourquoi, dès 2016, on a voulu faire ces comptes, à la fois pour mesurer d'où on partait, mais aussi pour exiger des engagements financiers concrets de la part des pouvoirs publics. Nous avons ainsi publié plusieurs rapports intitulés « Où est l'argent ?» Presque tous les 2 ans, en fait, on a publié ces rapports pour évaluer les financements qui sont réellement alloués aux politiques d'égalité et de lutte contre les violences. En 2023 en particulier, on a mis en évidence le fait qu'il faudrait au moins 2,6 milliards d'euros pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, dont 344 millions uniquement dédiés aux violences sexuelles.
Pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente, alors ici à la Cour des comptes, vous voyez ce que ça représente, mais pour que tout le monde soit bien au courant, 2,6 milliards d'euros, on est sur à peine 45 euros par Français et par Française par an. Donc on reste très loin d'une somme qui serait trop compliqué à faire peser. Et aujourd'hui, les financements publics ils restent largement en deçà de ces besoins. Sur les violences sexuelles, je disais qu'il faudrait au minimum 344 millions d'euros. On a réussi à trouver, bon an, mal an, dans les chiffres que nous avions, 13 millions d'euros qui sont directement fléchés vers des actions de lutte contre les violences sexuelles. C'est en cela que le rapport d'ailleurs de la Cour des comptes de septembre 2023 est absolument fondamental. Il a confirmé avec toute la rigueur de votre institution et votre légitimité, votre crédibilité, ce que les associations féministes ont dénoncé depuis longtemps. Eh bien non, l'État n'investit pas à hauteur de la grande cause nationale qu'il prétend défendre. Mais au-delà de la question des moyens, il y a un enjeu encore plus fondamental, celui du contrôle des politiques publiques. Car une politique publique qui n'est ni analysée ni évaluée peut non seulement être inefficace, mais aussi carrément produire l'effet inverse à celui qui est officiellement recherché. Et c'est justement ce qu'on s'amuse à démontrer avec cet observatoire de l'émancipation économique des femmes. Il nous permet de révéler comment l'État lui-même, inconsciemment on l'espère, organise l'appauvrissement des femmes. On va prendre par exemple l'exemple des niches fiscales favorables aux hommes. Par exemple, dans un couple, lorsque l'impôt est allégé pour les plus riches, ça va profiter aux hommes et leurs compagnes, elles voient leur situation économique fragilisée. C'est ce qu'on a dénoncé avec le taux mutualisé qui était par défaut lors de la déclaration d'impôt. Et grâce en particulier à ces rapports de la Fondation des femmes, aujourd'hui, normalement, la petite case n'est plus cochée par défaut. Et donc, ça évite aux femmes d'avoir à négocier le fait de décocher cette case. Et je pense que beaucoup de femmes sont très contentes aujourd'hui de savoir qu'elles n'ont plus à négocier ce décochage de cases. Autre aberration, la défiscalisation des pensions alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pensions alimentaires, c'est quelque chose qui est vraiment supporté par les hommes, puisque ce sont eux à 97% qui payent les pensions alimentaires. Ces pensions alimentaires, elles sont défiscalisées pour les hommes et fiscalisées pour les femmes. Donc, je simplifie en disant femmes-hommes, mais pour qu'on voit bien de quoi on parle. Défiscalisées pour les hommes et fiscalisées pour les femmes. Et en allégeant l'imposition, on fait peser cette obligation, en fait, sur la collectivité. Les hommes sont plus riches que les femmes, ils payent plus d'impôts, donc on ne rattrape pas du tout la défiscalisation d'un côté par la fiscalisation de l'autre. Au total, cette défiscalisation, on peut estimer à 450 millions d'euros le coût de la défiscalisation des pensions alimentaires, qui n'est absolument pas rattrapé par la fiscalisation de l'autre côté par les femmes, puisqu'un grand nombre d'entre elles ne payent pas d'impôts. Ou si ces pensions alimentaires les font commencer à payer des impôts, on reste sur des impôts qui restent quand même des recettes assez faibles pour l'État. Donc on paye toutes et tous le fait d'inciter les hommes à tout simplement payer pour l'éducation de leurs enfants. Et puis parfois, on peut aller encore plus loin en se demandant si, et je suis volontairement un peu provocatrice, s'il n'existe pas un patriarcat d'État. Parce que, un exemple, par exemple, certaines aides sociales sont conditionnées, pour une femme, à la non-remise en couple. Donc, autrement dit, une femme qui refait sa vie après une séparation peut perdre ses droits. Des droits qui peuvent, par exemple, être dédiés à aider cette femme à supporter les coûts de ses enfants, qui ne sont pas les enfants, évidemment, de l'homme avec lequel elle se remet en couple. Donc, on lui fait passer d'une dépendance à un homme à une dépendance à un autre homme. Et cette logique ne protège pas les femmes du tout, elle va les piéger dans la précarité. Et puis, je voudrais finir en soulignant l'époque que nous sommes en train de vivre et que nous traversons et qui nous inquiète toutes et tous ici, j'en suis sûre, puisque si on est là, c'est qu'on est déjà convaincu que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un sujet et qu'il faut essayer de faire en sorte que ça s'améliore. Évidemment, je parle des États-Unis, de Donald Trump, qui veulent nous faire croire, et c'est sbires, qui veulent nous faire croire que lutter pour l'égalité, c'est discriminer les puissants. Il veut nous faire croire, entre autres, que se battre contre les violences sexuelles, c'est opprimer les hommes. Cette rhétorique, elle est extrêmement dangereuse. Elle traverse les océans. On va la retrouver ici, évidemment, en France. Elle est croissante et elle s'appuie sur des mensonges. Elle s'appuie sur des aberrations. Elle s'appuie... Et moi, ce que j'essaye de dire avec la Fondation des femmes, ce qu'on essaie de dire, et je pense que vous aussi, c'est ce que vous faites tous les jours, on ne peut pas mentir avec les chiffres.
On ne peut pas tricher avec les chiffres. Un État qui ne contrôle pas l'effet de ses politiques publiques peut devenir un instrument des puissants contre les plus faibles. Il est donc absolument primordial de continuer à documenter, à comprendre, à mesurer, dire que c'est juste et dire qu'on a des bonnes intentions. Malheureusement, nous, on voit bien que ça ne suffit pas. Ce serait un retour en arrière, hein, le fait qu'on devienne comme ça un instrument des puissants contre les plus faibles, ce que les États-Unis sont en train de faire. C'est pourquoi on a vraiment besoin de votre travail ici. La Cour des comptes, elle joue vraiment un rôle essentiel, celui d'apporter un regard indépendant, fondé sur des faits, d'exiger la transparence. On a besoin de vos rapports rigoureux, on a besoin de données genrées, on a besoin d'une analyse budgétaire qui ne soit pas biaisée par ces idéologies-là. Et c'est pour cela qu'on soutient d'ailleurs les recommandations du rapport de janvier 2025 sur les inégalités entre les femmes et les hommes de l'école au marché du travail. On n'en est plus au temps des promesses. On a besoin de repasser à l'offensive, de se remettre à convaincre avec des arguments renouvelés. Et dans la société dans laquelle on vit, l'argument de l'argent, le voit avec les travaux de Lucille, entre autres, sont des arguments qui font mouche. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, elle est simple. Est-ce qu'on peut vraiment atteindre l'égalité en y consacrant aussi peu d'argent? Rappelons que les femmes, elles payent des impôts, qu'elles contribuent à la richesse nationale. Elles ont donc droit à un investissement public à la hauteur. Et pour ça, on a besoin de votre aide ici, à la Cour des comptes. Merci. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Donc, appel nous est lancé. Donc, Yannick Lorty, vous êtes économiste. Vous avez beaucoup étudié la mesure des discriminations, mais aussi l'impact des discriminations sur les organisations. Et vous nous rappeliez cette phrase de France Stratégie, quand un employeur recrute de manière discriminante, il se prive. Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous ce matin votre travail sur les discriminations à l'embauche? Merci, avec plaisir. Je voudrais tout d'abord vous remercier aussi pour l'excellence de votre organisation. Merci d'avoir organisé et pensé cette réunion. Donc effectivement, moi je suis économiste universitaire, je suis dans la recherche en sciences sociales sur ces questions à la fois d'inégalité et de discrimination. Je voudrais dire tout d'abord que la thématique même qui est la vôtre, hein, je la trouve tout à fait pertinente parce qu'effectivement, le champ des inégalités de genre, il est extrêmement labouré par la recherche, en fait, et il est pertinent de renouveler un peu les problématiques. Et celle du coût pour les finances publiques, c'est une problématique intéressante qui est de nature à renouveler le discours. Il se trouve que les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, notamment, mais pas uniquement, constituent sans doute l'un des domaines de recherche les plus actifs aujourd'hui dans la recherche contemporaine en sciences sociales. Je pourrais prendre plusieurs exemples, mais dans la dernière conférence européenne en économie du travail sur donc l'ensemble des thématiques, plus d'un tiers des papiers de recherche qui étaient présentés concernaient ce type de problématique. Aujourd'hui, je pense même que l'inégalité de genre sur le marché du travail, c'est sans doute le fait social le plus documenté par la recherche contemporaine. Donc on peut s'appuyer, en fait, tous les acteurs publics peuvent s'appuyer sur des flots de recherche absolument considérables qui permettent de construire un discours extrêmement fin, extrêmement complet, en fait, à la fois sur les constats, sur les explications et aussi sur les interventions publiques qui pourraient être éventuellement efficaces dès lors qu'elles sont évaluées. On y reviendra. Et donc, que nous dit cette recherche? Elle nous dit les inégalités de genre sur le marché du travail notamment. Je dis notamment parce qu'effectivement, la thématique la plus documentée, c'est celle des écarts de salaire femmes-hommes. Mais évidemment, c'est réducteur pour aller sur le champ des inégalités. On en parlait juste avant, en fait. Il y a aussi des problématiques d'inégalité patrimoniale, il y a des problématiques d'inégalité dans la retraite, il y a des problématiques d'inégalité de santé. Enfin, il y a beaucoup d'autres problématiques qui pourraient être prises en compte. Donc, c'est presque réducteur d'aller sur de documenter le gender wage gap, l'inégalité salariale. Mais néanmoins, donc, on sait beaucoup de choses sur ce domaine. D'abord, ça concerne tous les pays. Il n'y a rien de nouveau parce que ça fait des décennies qu'effectivement, on a ce type de constat partout. Si je prends le cas de la France, hein, les écarts de salaire, c'est massif, hein, et c'est massif dans tous les pays où on fait des mesures. En France, même,
l'INSEE publie tous les ans un état des lieux en matière de différence de salaire et nous dit, par exemple, qu'en 2023, il y a 23% d'écart de revenus salarial entre les femmes et les hommes. Et encore, quand on met ce 23% de façon conventionnelle, on prend comme référence le salaire des hommes. Donc, il faudrait diminuer le salaire des hommes de 23% pour arriver au niveau des salaires des femmes. Évidemment, il n'en est pas question aujourd'hui, hein, mais on pourrait présenter les choses de façon différente. Bien sûr, il faut augmenter le salaire des femmes de 30% pour parvenir à égaliser le revenu salarial des femmes, des hommes, pardon. Et donc, on a effectivement des écarts absolument massifs. Ces écarts ont une dimension fractale aussi. Dans toutes les entreprises en France, dès lors qu'il y a une part de femmes suffisamment significative, disons, on peut établir le fait qu'il y a des écarts de salaire femmes-hommes au détriment des femmes. Bon, on les trouve dans tous les secteurs d'activité, on les trouve dans le public comme dans le privé. Et de ce point de vue-là, les établissements publics, en fait, ne font pas l'objet d'une pénalité salariale plus importante enfin, moins importante que dans le privé. Qui a des dimensions fractales, massives, et donc c'est effectivement un vrai sujet très documenté, hein. Les causes des écarts sont aussi très bien documentées, hein. Il y a deux séries de causes. Il y a une série de premiers plans qui a été mise en avant dans la littérature, dans toutes les années, jusque dans les années 2010. Hein. Et puis il y a une deuxième série de causes qui aujourd'hui est mise en avant comme une cause des causes. Donc la première série de causes, il y a trois composantes. Il y a d'une part la différence de temps de travail. Hein. Quand on parle d'écart de revenus salarial, on peut montrer qu'il y a un peu plus d'un tiers des écarts de revenus salariaux qui sont liés à des différences de temps de travail. Les femmes sont surexposées au temps partiel, et même si on regarde les durées collectives de travail, même si on regarde les temps pleins, on a une durée du travail un peu plus faible pour les femmes que pour les hommes. On sait que derrière ce constat, il y a des problématiques de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, et des problématiques aussi d'inégalité au sein de charges de tâches quotidiennes dans la sphère domestique, hein, toutes ces tâches sont surtout supportées par les femmes, et donc il y a une cohérence entre les inégalités dans la sphère domestique et les inégalités sur le marché du travail au travers de cette différence de temps de travail. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle la ségrégation occupationnelle. Bon, c'est un peu terme barbare pour dire que les fonctions occupées par les femmes ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Or, les fonctions occupées par les femmes dans l'emploi privé comme dans l'emploi public sont plutôt des fonctions peu rémunératrices. De fait, les femmes sont surexposées, surreprésentées dans tous les métiers qui sont moins rémunérés. Et ça, ce n'est pas seulement un problème sur le marché du travail, c'est un problème qui se fabrique dès l'enseignement supérieur, ce qu'on appelle la ségrégation genrée de l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas uniquement la présence des femmes dans les professions d'ingénieurs ou les professions scientifiques. Là aussi, c'est une dimension fractale. C'est vrai dans toutes les filières où, statistiquement, ça va être vrai dans toutes les filières de l'enseignement supérieur qui sont peu rémunérées. Moi, j'aime bien donner l'exemple des filières de gestion, hein. En gestion, vous avez une surreprésentation des hommes dans les filières comptabilité, contrôle, audit, et vous avez une surreprésentation des femmes dans les filières de gestion des ressources humaines qui sont les moins rémunératrices. Et donc, on a cette logique qui est assez implacable d'une surexposition des femmes à des salaires faibles. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et puis il y a une troisième cause qui aussi est très documentée par la littérature en recherche, c'est le fameux plafond de verre. C'est que à peu près dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, il y a une sous-représentation des femmes au niveau hiérarchique les plus élevés. Et donc, ça se traduit aussi, ça alimente les pénalités salariales. Donc tout ça, c'est des causes bien établies. Je disais, il y a une cause au-delà de toutes ces causes, hein, c'est que en fait, elles correspondent toutes, quand on y réfléchit un peu, à un autre facteur qu'on met en avant aujourd'hui dans la recherche, qu'on appelle le child penalty, ou la pénalité associée à la maternité, à la parentalité. Hein. On met en évidence, et c'est assez facile à faire avec des données, avec n'importe quelle donnée d'entreprise dans la fonction publique comme dans la fonction privée, hein, que le fait d'avoir la perspective
d'un enfant, un congé maternité, ou même une fois que l'enfant est né, hein, on voit qu'il y a des écarts de salaire qui se creusent dans le temps entre les femmes et les hommes suite à un événement de maternité. Et ça, on le constate aujourd'hui dans à peu près tous les pays sur l'ensemble des données disponibles. Et donc, cette pénalité liée à la maternité, elle explique en fait la majeure partie, hein, des écarts de salaire femmes-hommes. Et c'est bien sûr cette pénalité sur laquelle il faut réfléchir. Nous, on a fait un test relativement simple, hein, ou un test de discrimination, pour le coup, parce que dans la littérature, hein, on parle beaucoup de discrimination salariale pour qualifier ces écarts de salaire femmes-hommes. Mais en fait, quand on a cette problématique de la maternité, on se dit, c'est pas parce qu'elles sont femmes que les femmes sont pénalisées sur le marché du travail, c'est parce qu'elles sont potentiellement des mères qu'elles sont pénalisées sur le marché du travail. En tout cas, c'est ce que la littérature nous dit aujourd'hui. Et donc, une femme qui annonce à un employeur qu'elle va devoir prendre un congé maternité parce qu'il y a une naissance proche, eh bien, on a fait des tests, hein, montrant qu'elle va subir une pénalité salariale absolument massive, pardon, une pénalité dans l'accès à l'emploi qui va être absolument massive. Ses chances d'obtenir un rendez-vous pour un entretien d'embauche vont être divisées par 2, simplement avec, si elle énonce dans sa lettre de motivation qu'elle va devoir prendre un congé maternité dans les mois qui viennent. Mais on a fait le même test pour un homme qui annoncerait à un futur employeur qu'il souhaite prendre un congé parental parce que son épouse va connaître l'expérience heureuse d'une maternité. Eh bien, cet homme va être confronté au même type de pénalité que ceux qui caractérisent la situation de la femme. En fait, c'est bien la parentalité, la maternité et le fait que ça va impliquer un désengagement de l'entreprise qui va être sanctionné sur le marché du travail sous forme d'une pénalité salariale ou d'une pénalité d'accès à l'emploi. Donc, voilà, on a vraiment une explication, un ensemble de constats qui sont aujourd'hui assez robustes, hein, et on sait identifier les causes. Et il faut effectivement, toutes les solutions de politique publique, c'est rétablir de l'égalité face à la naissance, hein. Et donc, si on discute des coûts, des coûts, je trouve que la problématique des coûts est effectivement très intéressante. Il y a une étude en France qui a été réalisée disons, plus généralement sur les coûts des discriminations, mais dans laquelle il y a une part importante qui est liée à ces écarts genrés. Et cette étude, elle a été réalisée il y a une dizaine d'années maintenant par France Stratégie, hein. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui, avec un ensemble d'hypothèses, disons, toujours discutables, mais qu'on peut qualifier plutôt de raisonnables, parvient à un coût, lui, qu'on peut qualifier plutôt d'astronomique en termes de le coût pour la croissance française, hein, des inégalités et des discriminations sur le marché du travail. Le chiffre qui était donné par France Stratégie à l'époque, c'est en 2016, c'est 150 milliards d'euros. Donc, on est bien au-dessus du coût de la virilité. En tout cas, on peut discuter ce coût, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Et donc, le coût pour les finances publiques, quand on a 150 milliards d'euros d'activité économique en moins, l'ordre de grandeur, c'est entre 70 et 80 milliards d'euros de ressources pour les finances publiques en moins associées à l'ensemble des inégalités sur le marché du travail. Et encore, je pense qu'on pourrait réactualiser ce travail, ce serait intéressant, mais l'ordre de grandeur, sans doute qu'on trouverait le même. Et il y a un canal qui a été assez peu exploré à l'époque et qui mériterait d'être réexploré aujourd'hui avec de nouveaux travaux de recherche. C'est celui précisément, c'est le canal de la démographie. Il y a une situation en France qui est extrêmement préoccupante, c'est celle de la baisse de natalité. Depuis 2010 maintenant, on a de l'ordre de 170 000 naissances en moins chaque année. On a une évolution qui est extrêmement visible sur notre pyramide des âges. Il y a un déficit démographique qui se creuse en France. On est encore loin de la situation de l'Italie où il y avait où le sol naturel est négatif depuis plusieurs années. Mais en France, c'est effectivement préoccupant. Et bien sûr, on ne peut que relier, mais même si des travaux manquent encore dans cette direction, dans cette perspective, on ne peut que relier les pénalités subies par les femmes sur le marché du travail avec, et dans les autres marchés, dans les autres domaines, avec cet effondrement de la natalité en France. Sans doute qu'il y a une partie
de l'effondrement de la natalité qui a pour cause le fait que il est très difficile pour les femmes d'avoir un enfant, d'envisager avoir un enfant aujourd'hui en France. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées qu'il y a 10 ou 15 ans et donc on a des conséquences sur la natalité. Et là, en termes de coûts pour les finances publiques, on a aussi potentiellement un canal extrêmement important, hein, puisque à long terme, la croissance démographique, c'est de la croissance économique. Là, on a de l'ordre d'un quart de point de croissance en moins qui est directement associée à la baisse de la natalité. Donc, on est en face, effectivement, de phénomènes qui ont des coûts économiques absolument considérables et dans lesquels donc, il y aurait un rendement pour des politiques publiques efficaces qui lui aussi serait absolument considérable. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Batil Misika, vous avez un regard international sur ces questions qui va nous intéresser beaucoup parce que vous avez pu observer et étudier des politiques publiques dans de nombreux pays et vous vouliez partager avec nous votre conviction qu'avoir un regard relatif au genre faisait vraiment sens économiquement. Donc, est-ce que vous... D'abord, merci beaucoup Mireille pour l'organisation absolument merveilleuse de cette table ronde et aussi mes remerciements à Muriel Domnac et à Delphine O, notre ambassadrice pour la diplomatie féministe en France. On a une période de croisée des chemins qui est d'autant plus critique au vu de ce qui se passe outre-Atlantique. On est arrivé à un moment où les femmes sont énervées, je pense à juste titre, parce que le féminisme peine et que leurs droits sont toujours menacés, et les hommes se sentent lésés et comme si on voulait leur amputer leur masculinité. Moi, je pense qu'on a tous dans cette salle la responsabilité de s'interroger sur quelle société on veut et la nécessité de se réconcilier. Ce n'est pas nous contre vous. Pour revenir un peu plus proche de votre question, Mireille, moi, je m'occupe d'une équipe à l'OCDE qui a la charge d'un outil merveilleux qui est pourtant très peu connu, qui s'appelle le SIGI. En anglais, c'est Social Institutions and Gender Index. On regarde à travers des données sur 180 pays dans le monde la face cachée de l'iceberg. Là, on a évoqué, donc ce sont les causes profondes qui ont été évoquées juste avant. Ce qu'on observe dans notre vie quotidienne, c'est qu'il y a moins de femmes sur le marché du travail que d'hommes, qu'elles sont moins payées. Mais c'est pas, s'il y a moins de femmes sur le marché du travail, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez d'emplois. Qu'est-ce qui se passe dans la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas? Et c'est ça ce que nous regardons, c'est-à-dire ce sont les lois, mais formelles et informelles, c'est-à-dire les lois tribales, religieuses, coutumières, et aussi les normes sociales, c'est-à-dire ce que les gens pensent qui est acceptable. Et tout cela va avoir un effet. Par exemple, si vous pouvez avoir une loi qui interdit le mariage des jeunes filles de manière formelle, mais il est autorisé de manière coutumière, et donc le résultat va être, vous allez avoir des jeunes filles mariées à 14 ans, et quand on est marié à 14 ans, ben non, on ne va plus à l'école, et non, on ne sera pas la PDG de demain. Donc, on voit en fait comment le travail, par exemple, domestique non rémunéré, la violence faite aux femmes vont avoir une incidence ensuite sur l'inégalité que vous pouvez observer. J'ai noté, par exemple, dans le SIGI, notre indice couvre aussi les pays développés, donc la France. Je vais vous partager 2 chiffres, notamment par rapport aux normes sociales, que je trouve assez frappants. La participation à la vie économique, 12% de la population française pense que lorsque les emplois sont rares sur le marché du travail, les hommes devraient avoir plus de droits à l'emploi que les femmes. Bon, 12%, je vous laisse juger. Moi, je pense qu'on est en 2025, c'est quand même un petit peu préoccupant, mais quand il s'agit du travail domestique non rémunéré et que là, on touche vraiment à l'essence de quel est le rôle de la femme, 31% de la population française pense que lorsqu'une mère travaille contre rémunération, les enfants en souffrent.
Alors nous, on en rigole beaucoup avec mes enfants parce que je leur ai demandé si on pourrait prendre une petite photo que je pourrais diffuser en disant, regardez, je vous montre, j'en ai 3, je vous promets, ils ne souffrent pas. Mais non, mais toute blague mise à part, on a quand même cette conception qui ensuite va avoir des répercussions sur le marché du travail de la femme dans l'environnement domestique. Et enfin, 53% de la population pense qu'être une femme au foyer est tout aussi gratifiant qu'avoir un travail rémunéré. Bon, je vous laisse en tirer les conséquences. Donc, je vais revenir sur, oui, ça fait du sens d'intégrer une dimension de genre dans la politique publique. Ça fait un sens économique. Et nous, on utilise beaucoup dans nos dialogues avec les politiques, notamment dans les pays en développement avec lesquels nous travaillons en priorité, parce que l'argument de droit, il a peu d'écho avec les politiques. Et donc, on revient toujours sur, voilà, c'est quoi la corde, sur quel bouton il faut appuyer, les points de PIB. Et je veux dire, ce n'est pas une discussion idéologique, c'est une discussion économique qui est basée sur des chiffres. Et enfin, je voudrais dire qu'on n'est pas non plus dans l'idéologie. Il s'agit d'égalité. C'est 50% de la population mondiale, ou un petit peu plus. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas une minorité. Ce qui ne veut pas dire que la défense des droits des minorités et l'inclusion ne sont pas importants. Mais je pense que là aussi, ce qu'on est en train d'observer aux États-Unis, c'est de mettre tout dans le même pot, c'est-à-dire en repoussant d'un revers de manche les politiques de diversité, d'égalité et d'inclusion, on met les femmes dedans. En fait, comme si nous on était une minorité ou une petite catégorie sur laquelle il fallait se pencher. L'OCDE a sorti un rapport en 2023 qui s'appelle « Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes pour renforcer la croissance économique et la résilience ». Et on voit que l'inégalité a un coût économique très fort et que les taux d'emploi et des salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans les pays OCDE. Donc là, moi, je vais juste apporter ma petite statistique OCDE qui est peut-être un petit peu moins décourageante que celle de la France, mais on a des écarts environ en termes de participation au marché du travail de 15% et d'écart salarial de 12%. Encore une fois, ils sont probablement très largement sous-estimés parce qu'il y a beaucoup de mi-temps non choisis, de travail aussi qui n'est pas forcément formel là-dedans. Et donc, une réduction de 10% de l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'emploi pourrait accroître le PIB d'environ 5% à long terme. Donc, on revient sur la question de départ qui est, nous ne sommes pas dans un débat de justice sociale, bien que la justice sociale, mais là, en termes juste de coût, en termes arithmétiques, c'est une stratégie économique essentielle. Donc, il m'apparaît quand même assez frappant qu'en période d'austérité budgétaire, on ne s'interroge pas aussi sur l'importance et l'urgence d'introduire justement une lentille genre, puisque ça fait du sens économique. Et ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc là, je pense qu'il faut aussi un petit changement de tropisme. Je vais vous donner ensuite quelques exemples brièvement de politiques dans d'autres pays de l'OCDE, notamment la Finlande, dans lequel les congés parentaux étendus et les crèches subventionnées sont conçus pour pouvoir promouvoir l'égalité et soutenir les hommes et les femmes dans leur rôle aussi de parents et dans ce qu'on appelle l'économie de care. Et donc, nos chiffres montrent que le taux d'emploi en Finlande est supérieur de 10% à celui des autres pays de l'OCDE parce que les femmes sont davantage sur le marché du travail, parce qu'on leur permet d'avoir les conditions. Moi, je ne connais aucune femme qui peut avoir un emploi à temps plein qui n'a pas de l'aide. C'est-à-dire, en fait, ça aussi, on revient à une arithmétique très simple. Il y a 24 heures dans les journées, on a 2 bras, enfin, en tout cas, sauf on n'est pas Shiva. Et donc, pour s'occuper de son foyer, pour partager les tâches domestiques, pour s'occuper éventuellement de ses parents, eh bien, il faut de l'aide. Et l'aide, elle vient à travers aussi les politiques publiques. Les impôts doivent servir à cela. En Espagne, une budgétisation sensible au genre dans les domaines de la santé et de l'éducation. Donc là, on est dans le ex-ante, c'est-à-dire on regarde à travers, au moment de l'élaboration du budget, quels sont les besoins. Les besoins, par exemple, dans la santé des femmes sont extrêmement différents de ceux des hommes. On sait, par exemple, que sur la prévention des cancers, les cancers ne sont pas les mêmes. Les femmes sont très sous-diagnostiquées. Donc ça a un coût et ça a besoin d'être budgétisé.
Et ça, ce sont des économies, on sait tous très bien que la prévention est beaucoup moins coûteuse que la cure après en aval. Donc, l'Espagne a été assez pionnière là-dessus et ça garantit cette budgétisation genrée en amont de pouvoir donc prendre en compte ces besoins différenciés. Ils ont aussi investi beaucoup dans les données, et on en a parlé, et je pense qu'on n'en parlera jamais assez. On a besoin de plus et de meilleures données. Alors, je sais que ce n'est pas très excitant. Je peux vous dire, en travaillant sur un projet avec beaucoup de données, tout le monde aime beaucoup les consommer, personne ne veut payer pour. Et puis, au fond, bon, voilà, ce n'est pas forcément la chose la plus sexy du monde, mais c'est essentiel. On ne peut pas savoir l'effet qu'a une politique sur une population si on ne désagrège pas. Beaucoup de mes collègues pensent que, par exemple, l'infrastructure est neutre au genre. Bien non. Si vous construisez un pont, vous construisez un pont au Sénégal pour désenclaver une région, vous pouvez faire une étude d'impact ex ante pour voir que dans cette région, il y a beaucoup de femmes qui pourraient éventuellement, en marge de leur travail domestique non rémunéré, être entrepreneurs, mais elles n'ont pas accès au marché. Enfin, selon si vous allez construire le pont proche d'elles ou non, vous allez peut-être avoir le même nombre de passages journaliers, mais vous allez avoir un impact sur elles, leur autonomisation et leur capacité à accéder au marché qui va être très différente. Et enfin, le Canada, alors là, on est sur une politique qui est une analyse comparative entre les sexes plus, ACS plus. Le Canada était leader dans l'utilisation de la budgétisation et l'analyse selon le genre des politiques publiques. Donc, on regarde l'impact des politiques publiques, des programmes et des décisions budgétaires sur divers groupes, notamment les femmes, les hommes, mais aussi en tenant compte de la race, le revenu et le handicap. Donc, ça a permis, par exemple, d'attribuer des logements de manière prioritaire dans la stratégie publique de logement à des femmes en foyer monoparental parce qu'elles sont extrêmement vulnérables. C'est très difficile, en plus, quand on a un emploi à mi-temps, de pouvoir accéder à un logement si on n'a pas de garantie. Ça permet aussi aux femmes victimes de violences de pouvoir être relogées, et ça encore, c'est pris en compte en amont dans la politique. Donc, ce petit tour d'horizon pour vous montrer qu'il y a il y a beaucoup de disparités dans les politiques publiques et dans l'intégration et dans l'attention qui est faite, encore une fois, à cet investissement et non pas à ce coût, et que la démonstration du bienfait économique, de l'inclusion, de l'égalité dans les politiques publiques, je pense, n'est plus à faire. Merci beaucoup, Bati. Lucille, nous savons que vous devez nous quitter très vite, mais dans ce deuxième tour, j'aurais voulu que chacune et chacun puisse dire finalement quelles sont les bonnes nouvelles ou quelles sont les recommandations que vous auriez envie de partager avec nous. Et Lucille, votre livre, vous l'avez écrit il y a 4 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, la première chose, j'ai l'impression quand même que le mot virilité n'est plus le gros mot qu'il était à l'époque et qu'il est de plus en plus utilisé voilà, avec tout le sens qu'il revêt. Et on a la chance dans notre langue d'avoir ce terme qui va au cœur de la masculinité toxique et qui explique pourquoi il y a de la masculinité toxique. Mais peut-être de façon plus concrète, je parlerai là de la sécurité routière. Parce que quand j'ai écrit mon livre il y a 3-4 ans, je consacrais un chapitre à la sécurité routière en expliquant que, par exemple, lorsqu'il faisait des campagnes de prévention, il visait les questions d'alcool au volant ou de vitesse au volant, mais sans jamais dire que dans l'immense majorité des cas, les personnes qui conduisent en état d'ébriété ou qui dépassent les limitations de vitesse sont des hommes. On a des chiffres qui indiquent que aujourd'hui, les hommes parcourent 52,4% du kilométrage total. Donc, on est à peu près sur un kilométrage équivalent entre les hommes et les femmes. Et ils représentent pourtant 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route. Plus les accidents sont graves, plus ils sont surreprésentés dans ces accidents. Et par ailleurs, ils représentent 78% des morts. Donc, quand je disais tout à l'heure que les hommes paient un prix à ces prises de risque et cette conduite virile, voilà de quoi je parlais. Et effectivement, cette surreprésentation des hommes, une fois de plus, entraîne des coûts. Alors, je les ai estimés à 13,3 milliards d'euros par an, sachant que je n'ai pas pris en compte dans cette estimation le coût des hospitalisations, qui sont des coûts directs et que j'avais déjà calculé par ailleurs. Voilà, il faut faire attention aux biais statistiques, évidemment.
Mais en tout cas, là, il y a 2 ans, la sécurité routière a fait sa première campagne en prenant en compte ces statistiques. Alors, la première campagne, voilà, elle portait plus sur le taux de mortalité, donc ça, 78% des morts. Et puis, il y a eu une autre campagne qui a été faite l'année dernière. Le slogan, c'était « Conduisez comme une femme ». Parce que c'est vrai que nous, les femmes et le volant, on a quand même beaucoup subi de, comment on peut dire ça, voilà, de propos injustifiés où on disait femme au volant, mort au tournant. Alors moi, j'ai plus envie de dire virilité au volant, mort au tournant. Et cette campagne, donc, elle disait, indiquait conduisez comme une femme. Alors moi, là, j'ai envie de dire conduisez-vous comme une femme, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un très bon résultat parce que c'est la première fois qu'un organisme officiel qui lutte contre la violence, et là, en l'occurrence, la violence routière, s'empare de cette question avec ces statistiques et sous cet angle. Donc, faisons-le pour tous les types de violences. Merci beaucoup, Lucille. Merci à vous. Je dois vous quitter. Je vous en prie. Merci. Et on se souvient que la Cour des comptes a fait une évaluation de politique publique sur la sécurité routière il y a quelques années. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a des interactions positives qui se sont faites avec cette direction qui est au cœur du ministère de l'Intérieur et que nous connaissons bien et qui est attentive à avoir une efficacité sur sa politique. Donc, maintenant, on va regarder avec encore plus d'attention les publicités pour la sécurité routière et on pensera à Lucille et à son bouquin. Merci beaucoup, Lucille. Merci à vous. Anne-Cécile, la dernière publication de l'Observatoire a porté sur les danses. Et tout à l'heure, nous avons traité du thème de la parentalité sur lequel nous allons travailler. Et ce thème de les danses est un thème que nous avons retenu comme étant un des plans d'action de notre politique de lutte contre les discriminations. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous rapidement les enseignements de cette étude sur les danses? Oui, alors à la Fondation des femmes, on a voulu travailler ce sujet parce que l'Observatoire, d'ailleurs je salue Floriane Volt qui est là et qui dirige cet observatoire, qui est directrice des affaires publiques et juridiques à la Fondation des femmes. Le travail qu'on fait au sein de cet observatoire, c'est en quelque sorte se dire à la fin pourquoi les femmes sont plus pauvres que les hommes. Est-ce que c'est juste parce qu'elles n'osent pas demander une augmentation ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et on voit qu'en fait, il y a des moments dans la vie des femmes qui sont des moments où il y a des décrochages significatifs. Donc, on a commencé à analyser le moment d'être mère. Donc, on a regardé un peu ce qui se passe en termes de politique publique. Le moment, autre gros moment de décrochage, le moment du divorce des femmes. Et puis aussi le décrochage d'à peu près 20% en termes de revenus. À 2 ans après un divorce, les femmes se sont appauvries de 20%. Et puis, alors que pas les hommes, ils ont déjà 2 ans après le divorce, plus 1,5%, je crois, de niveau de vie en plus. Et puis, il y a le niveau. Et puis, donc, on a, là, on a étudié effectivement le moment de l'aidance. On a voulu étudier ce moment de l'aidance. D'abord parce qu'on sentait, et puis on avait déjà un petit peu vu des travaux d'autres organisations féministes qui nous mettaient la puce à l'oreille sur le fait que le moment de l'aidance est un moment clé dans ce cercle vicieux de l'appauvrissement des femmes. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est un enjeu énorme en fait pour nos sociétés. Alors, l'aidance, ce n'est pas uniquement vis-à-vis des personnes âgées, hein, c'est toute personne en situation de dépendance, ça peut être évidemment des enfants, mais c'est là ce à quoi nous sommes en train d'être confrontés et nous allons être confrontés encore plus dans les années à venir, c'est bien sûr le vieillissement de la population et ce virage domiciliaire, le fait que si on souhaite, si les personnes qui souhaitent rester à domicile, on essaie de s'organiser un peu pour que ça puisse être le cas pour les personnes âgées, eh bien, ça pose une énorme question sur la question de l'aidance. Ça va concerner beaucoup de personnes en France, la question de l'aidance. Et donc, comment on fait? Et nous, à la Fondation des femmes, donc, on a regardé ce sujet femmes-hommes. À première vue, comme ça, les hommes sont également aidants. Donc, à première vue, on est sur 60% de femmes sont aidants et 40% d'hommes. Donc, les hommes sont globalement un peu moins, mais quand même sont aidants. Par contre, quand on creuse, ils sont aidants, mais ils sont aidants de qui? Et ils sont aidants comment? Et c'est ce qu'on a fait avec ce rapport. On s'aperçoit qu'en fait,
bah, ce n'est pas du tout la même chose. À partir du moment où on est sur une aidance à domicile et sur une aidance de personnes en situation de grande dépendance, là, on voit qu'on va avoir 74% des femmes sont aidantes d'une personne en grande dépendance, et puis 80%, c'est 80% des femmes qui sont aidantes à domicile. Donc, on voit bien que là, il y a tout à coup une très forte notion genrée qui émerge. Les femmes ne font pas la même chose que les hommes lorsqu'elles sont aidantes. Les hommes contribuent un peu plus financièrement sur les danses. Donc, on estime en moyenne à 240 € les danses financières et 310 € la contribution économique lorsqu'on est sur une aidance financière pour les hommes. Donc, c'est un peu plus. Après, peut-être aussi parce que les hommes sont plus riches, je ne sais pas. Mais par contre, dès qu'il s'agit de tâches qui sont plutôt des tâches ménagères, des tâches administratives, là, on est sur une explosion de la proportion des femmes. Et donc, les danses, nécessairement, et il y a eu un plan national sur les danses, mais clairement, il y a énormément de choses qui restent à faire. Il va falloir qu'on construise des politiques publiques pour soutenir ce travail des danses et pour construire des politiques publiques qui soient des politiques publiques qui aillent dans le bon sens et qui ne renforcent pas des inégalités, qui ne vont pas contribuer à l'appauvrissement des femmes. Il va bien sûr falloir comprendre et regarder de plus près que font les femmes, que font les hommes et comment faire pour soutenir tout le monde d'une manière équitable. Pour ça, il faut des données. Nous, ça fait partie des choses qui ont été difficiles pour nous dans le cadre de la rédaction de cette note de l'Observatoire. C'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de statistiques sur ce sujet-là. Donc ça, c'est déjà une chose qui serait importante à avoir, un peu plus de statistiques. Et puis, mesurer aussi, bien sûr, les impacts en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des politiques des danses, des différentes collectivités. Hein, donc, il n'y a pas que l'État qui est sur les politiques des danses. Et bien sûr, avec un focus spécial sur les danses à domicile. Il y a aussi des choses à faire en agissant sur, évidemment, la fiscalité, regarder de plus près. L'APA ou l'AEEH, par exemple, nous, c'est vrai ce qu'on appelle à la déconjugalisation en général des aides qui sont des aides, et en particulier des aides liées à les danses. Et puis, à nouveau, il faut vraiment bien se rendre compte que on n'a pas aujourd'hui, en fait, si on fait le calcul, et donc ça, ce serait aussi un calcul intéressant à faire, l'État et plus généralement, du coup, la collectivité se repose vraiment sur le travail des femmes et le travail gratuit des femmes, et en particulier sur cette question de l'aidance. Si les femmes n'étaient pas là, si les femmes faisaient grève, comme on va le faire samedi, si les femmes ne faisaient pas tout ce travail gratuit, combien ça coûterait à la collectivité en réalité? Combien ça coûterait? Eh bien, ça coûterait justement, ça peut être intéressant à mesurer, on n'a pas pu le faire encore, mais ce serait intéressant à mesurer. Donc, on manque de données, et c'est vrai que si la Cour des comptes peut aller dans ce sens de regarder justement d'un peu plus près ces impacts et de pouvoir les mesurer, ça aiderait beaucoup à faire en sorte qu'on puisse mettre en place des politiques publiques qui soutiennent ce travail des femmes et qui n'aggravent pas la situation de celles qui sont en situation d'aidance. Merci, merci beaucoup Anne-Cécile. Bati, quand nous avons discuté ensemble, il y a un exemple que j'ai trouvé formidable d'efficacité ou d'inefficacité de politique publique que vous avez eu l'occasion d'étudier. C'était en Côte d'Ivoire sur le soutien de l'éducation des filles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. Donc la Côte d'Ivoire était assez en retard par rapport notamment à ses voisins en termes de participation des filles au niveau du secondaire, qui était donc préoccupant pour le gouvernement parce que ça, on revient aussi aux bases de l'économie. Hein, productivité, c'est le capital et le travail. Donc, quand vous avez aussi notamment des femmes qui travaillent dans la chaîne cacaotière et que vous voulez monter dans la chaîne de valeur, il faut qu'elles puissent rester à l'école. Donc, le gouvernement était très attaché à cela. Et donc, ils nous ont exposé leur plan. Au départ, avec mon équipe, nous avions l'ambition de faire une étude de SIGI, notre outil de genre. Bon, ça les intéressait assez moyennement. Donc, on a convenu qu'on allait regarder l'impact des normes sociales et des lois discriminantes sur le succès éducatif des filles. Et lorsqu'on est revenu, on a pu montrer que tant que le mariage précoce est autorisé,
On peut construire tous les collèges de proximité qu'on veut. Les filles, quand elles sont mariées à 14 ans, comme je l'ai déjà dit, elles ne vont pas à l'école. Dans certains pays, elles ont même l'interdiction, quand elles sont enceintes, de revenir à l'école. Donc, en fait, c'est pour montrer qu'il faut aller regarder en dessous de l'iceberg parce que les normes sociales vont aussi jouer un rôle très important. Quand il s'agit d'accès à la contraception et qu'on voit qu'un certain nombre de femmes n'ont pas accès à la contraception, on pourrait se dire intuitivement que c'est parce que alors la contraception est trop chère ou la pharmacie est trop loin, si elles sont en zone rurale. On s'aperçoit dans beaucoup de cas qu'il s'agit d'une domination masculine, c'est-à-dire c'est l'homme qui décide du mode de contraception, qui décide du nombre d'enfants. Et que donc, il ne s'agit absolument pas de... Il faut regarder au-delà de ça, et pour que les femmes aient accès à la contraception, il ne s'agit pas de trouver une ONG qui aille distribuer la pilule le vendredi. On n'est pas du tout là-dessus. Donc, le message, je pense, global, il est aussi que ces politiques publiques, elles se passent pas dans un vacuum. Elles sont très ancrées et nourries des institutions et des normes sociales du pays en question, et ce qui peut du coup nuire à leur efficacité. Ce qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire, c'est aussi que tant que l'héritage est inégal entre les hommes et les femmes, c'est presque vain d'encourager et de penser que les femmes vont être des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que si vous ne possédez ni la maison dans laquelle vous habitez, ni la terre sur laquelle vous travaillez, qui va vous prêter? Quelle institution de microfinance va vous prêter même 1 000 € pour acheter une machine à coudre et de quoi compléter vos revenus? Vous n'avez aucun collatéral. Donc, en fait, ces politiques d'incubateurs, de micro-formation, la plupart, elles ont peu de débouchés. Parce que le problème fondamental, il va être, changer la loi et ensuite faire en sorte que la loi soit appliquée et que les mentalités changent. Il nous faut des données aussi parce que quand on s'est penché sur la question de l'excision, on a tous un peu dans notre imaginaire que ce sont les mères et les grands-mères qui perpétuent cela. Mais quand on a interrogé au Burkina Faso des hommes en âge de se marier dans des milieux ruraux, on s'aperçoit que très majoritairement, ils veulent se marier avec une femme qui a été excisée. Les raisons évoquées sont l'acceptation de la communauté, des croyances liées au fait que si une femme est excisée, on aura plus d'enfants et un mariage plus prospère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de faire une prévention et de dépenser de l'argent public exclusivement avec, par exemple, les mères et les grands-mères, il faut aussi travailler avec les hommes. Par exemple, s'ils sont des agriculteurs, le matin, lorsqu'ils vont au champ, on peut diffuser un programme radio en langue locale avec un imam, c'est-à-dire une figure qui va être respectée d'eux, qui dit un vrai homme ne fait pas exciser sa fille ou sa femme. Et ça, on a rencontré des imams, ces leaders religieux extrêmement courageux qui vont et qui disent de manière très claire, ce n'est pas l'islam qui mandate l'excision ou le mariage précoce. On a notamment une figure de proue absolument extraordinaire en Côte d'Ivoire qui consacre sa vie et qui travaille avec des hommes pour les encourager aussi dans une masculinité positive. Et je voudrais m'arrêter 2 minutes sur cet agenda parce que Lucille, on a beaucoup parlé. Je pense que c'est le prochain sujet frontière, c'est la masculinité positive. C'est remettre les hommes et les garçons au cœur du débat sur l'égalité. Ce n'est pas un débat de filles et de femmes, et ce n'est pas un hobby de féministes, c'est une question sociétale. Et le vivre ensemble, c'est nous tous ensemble. La masculinité positive, c'est un agenda de l'Union africaine qui a été poussé par un certain nombre de chefs d'État. Et nous, avec mon équipe, on a mis en place un cadre conceptuel pour essayer de mesurer la masculinité, les normes de masculinité. Et donc, on aimerait bien que, à l'image de l'Irlande qui a utilisé ce cadre en utilisant des données qu'ils avaient déjà, des données existantes, que la France puisse mesurer ces données de masculinité. La masculinité, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme bien. Ça va évidemment varier selon les cultures, mais un homme qui soutient l'égalité. Et donc, on revient sur les questions que cette masculinité restrictive a un coût très élevé pour l'homme lui-même et donc pour la société, mais aussi sur l'égalité. Donc, je pense qu'à la lumière de ces différents exemples dans le monde,
on voit que je pense qu'il faut se réinterroger sur l'existence et la nécessité d'investir davantage dans des données, parce qu'on ne peut pas informer une politique publique sans avoir eu des données, donc de la performance de précédentes politiques publiques, mais aussi de regarder quel pourrait éventuellement être leur impact. Les données sur les normes sociales et qu'est-ce qui est acceptable dans la société vont informer aussi les politiques. En Corée, il y a un congé parental extrêmement généreux et le ministère s'est aperçu plusieurs années après que 13% des hommes le prenaient seulement. Pourquoi? Parce que 75% de la population pense que si un homme s'occupe d'enfants petits, il est moins qu'un homme. Donc, après, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les normes sociales? Il y a une infinité de points d'entrée. Il n'y en a pas bien sûr qu'un seul. Mais je pense que pour revenir à l'objet qui nous anime aujourd'hui, remettre encore une fois de l'égalité dans les politiques publiques est absolument essentiel. On a besoin pour cela de données, on a besoin de continuer à s'engager. Et de pouvoir mesurer le coût, parce qu'en période où l'égalité n'est pas très audible, en tout cas dans dans les médias traditionnels, en période d'austérité budgétaire, l'argument peut-être économique doit être celui qui nous permettra de faire davantage de progrès. Merci beaucoup, Bati. Un dernier mot pour vous, Yannick, parce que le temps passe vite et c'est passionnant ce que vous partagez avec nous. Donc, on essaie de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et finalement, nous avons vu que les entreprises privées, publiques, l'État, dépensaient beaucoup d'argent sur des programmes de prévention de discrimination ou sur des programmes de formation. Et ben, qu'est-ce qui marche? Quelles sont les pratiques les plus efficaces que vous avez pu observer? Donc, cette question, évidemment, nous intéresse beaucoup parce que nous, on est évaluateurs de politique publique avec beaucoup d'autres collègues où on s'intéresse disons, aux façons un peu rigoureuses d'administrer une preuve d'efficacité d'une politique publique. Et il se trouve que les politiques d'égalité occupent une place très importante dans le champ des politiques qu'on aimerait, qu'on souhaiterait évaluer, parce que je pense qu'il y a un déficit d'évaluation en général de l'action publique, mais il y a un déficit plus particulier encore pour les politiques d'égalité et les politiques de lutte contre les discriminations. Je pense qu'ils sont parmi les moins évalués de façon rigoureuse. En fait, si on regarde les travaux de recherche, hein, aujourd'hui, sur l'égalité comme sur les discriminations, il y a énormément de travaux qui font des constats, qui font de la mesure, qui disent c'est un problème. Voilà. Il y a un peu moins de travaux qui font de l'explication, qui essayent d'aller vers les mécanismes, l'interprétation, et la partie la plus réduite en fait des travaux, c'est les travaux qui essayent de mesurer les effets de politiques de remédiation, qui essayent de mesurer l'action publique. Et en fait, c'est le parent pauvre et c'est aujourd'hui la frontière de la recherche. Il y a beaucoup de collègues qui précisément essayent de montrer, de mesurer les effets de différentes politiques publiques. Je voulais juste avant de décrire, revenir un peu sur, d'une part, les données. Hein, je suis absolument d'accord sur ce qui est dit sur les données. Nous, quand on fait de l'évaluation de politique publique, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et c'est coûteux, à créer des données, en fait, à mobiliser des sources de données existantes, et à créer nos propres données. Nous, on est les chercheurs sont des producteurs, des autoproducteurs de données, bien sûr. Et il y a plein de domaines dans lesquels, effectivement, c'est très pertinent de le faire. Notamment, un de ces domaines, c'est la sécurité routière. Là, je suis très intéressé par ce qui a été dit sur la sécurité routière. Effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que donc les hommes sont de mauvais conducteurs au sens assurantiel, hein, quand on regarde le bilan de la conduite des hommes, au sens tout court, mais en tout cas, même au sens du coût de leur conduite pour la collectivité. Hein, les accidents, les hommes ont une conduite beaucoup plus accidentogène que celui des femmes. Mais de mon point de vue, le pire n'est pas là. Le pire, c'est que dans l'examen du permis de conduire, il y a égalité des sexes sur l'épreuve théorique, qui est le passage du code, mais il n'y a pas d'égalité de genre sur l'épreuve pratique, l'épreuve de la conduite. Les femmes, en moyenne, si on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur, 10 points de moins dans le chance de réussir l'épreuve pratique du permis de conduire, hein, la conduite, et donc elles sont jugées du point de vue des examinateurs d'auto-école comme étant de plus mauvaises conductrices que les hommes. Il leur faut, pour avoir les mêmes chances d'avoir le permis de conduire, passer plus de fois en moyenne le permis de conduire que les hommes, alors que ce sont de meilleures conductrices. C'est ça qui est vraiment intéressant. Enfin, et ce genre de constat, on ne peut le montrer, on ne peut aller le chercher
qu'en produisant des données, et en produisant des données qui sont des données un peu particulières, qui ne sont pas des données observationnelles, mais qui sont des données expérimentales, issues d'expérimentation. Et aujourd'hui, la recherche utilise beaucoup ce type de données. Alors, j'ai deux exemples d'études dans le champ de l'égalité et des discriminations à partager. Hein. Le premier, c'est donc dans le domaine des politiques d'égalité, il y a un travail qu'on a réalisé avec le défenseur des droits dans lequel on a montré, et c'est assez rare en fait, que une politique fonctionne. Et ce domaine, c'est celui des discriminations. Alors là, on parle plutôt de la diversité ethno-raciale, des discriminations dans l'accès au logement du parc privé et des comportements des agences immobilières dans ce domaine. Et ce qu'on a fait, c'est une démarche expérimentale. On a fait 2 groupes d'agences immobilières. Sur un groupe, des groupes de 150 agences, on a envoyé un courrier du défenseur des droits indiquant que les agences étaient sous le radar d'un testing et que donc il fallait qu'elles traitent dans l'égalité l'ensemble des dossiers. Et puis un groupe d'agences qui n'a pas reçu le courrier du défenseur des droits. Et on regarde en faisant des tests répétés si effectivement les agences traitent dans l'égalité les dossiers de demande qui leur sont transmis par des locataires fictifs. Et on voit que le rappel, donc un rappel crédible du cadre légal, de la règle de droit en matière d'égalité de traitement des dossiers, fonctionne. Dès lors qu'effectivement la règle est crédible, on a mis en évidence le fait qu'il y avait un changement de comportement des agences immobilières qui sont sous le radar d'une menace crédible d'être testées. Et effectivement, on sait montrer que vous traitez dans l'inégalité les dossiers. Donc, et ça fonctionne. Par contre, il y a un autre exemple de politique publique qu'on a évalué récemment, c'est les formations recrutées sans discriminer, qui ont un caractère obligatoire aujourd'hui en France pour toutes les entreprises, les grandes entreprises de plus de 300 salariés, recrutées sans discriminer. Donc, c'est une demi-journée de formation. Est-ce que les managers, est-ce que les chargés de ressources humaines dans les entreprises, lorsqu'ils bénéficient de cette formation, est-ce qu'ils traitent complètement dans l'égalité l'ensemble des dossiers, des candidatures qui leur sont soumises? Et donc, on a fait aussi un test, une évaluation avec des tests répétés et des entreprises qui ont suivi la formation, d'autres entreprises qui n'ont pas suivi la formation, des entreprises de moins de 300 salariés où ce n'est pas un caractère obligatoire. Et on met en évidence le fait que la formation ne modifie pas les comportements, après coup. Les entreprises qui sont traitées traitent autant dans l'inégalité les dossiers de candidature qui leur sont soumis. Et donc, cette politique qui joue un rôle assez majeur en France de sensibilisation et de formation est peut-être sans doute mal dosée pour être pleinement efficace. Et donc, et de façon plus générale, je pense qu'on est fondé à interroger davantage les politiques publiques qui sont déployées sur le front de l'égalité, à essayer de les évaluer davantage, parce qu'on fait un peu feu de tout bois. L'ensemble des acteurs publics et privés signent des chartes, font des engagements publics, s'inscrivent dans des labels, comme le label égalité, le label diversité, sans qu'on sache véritablement si toutes ces actions produisent des effets transformants sur le front des traitements égalitaires des populations. En fait, on manque de beaucoup de preuves sérieuses de l'efficacité de tel ou tel dispositif. Et donc, il faut sans doute évaluer, ici comme ailleurs, mais évaluer davantage l'ensemble de ces politiques. Merci beaucoup Yannick, ça nous parle beaucoup nous sommes en train de préparer notre plan d'action et en tous les cas nous sommes bien dans une politique et dans un état d'esprit de donner des objectifs et de mesurer. Il faut que nous soyons exemplaires en notre sein. Je me retourne vers notre secrétaire générale pour savoir si elle a un petit peu de temps pour laisser quelques questions à la salle avant de faire la conclusion, honnêtement. Elle a un petit peu de temps. Merci beaucoup, Maya. Donc maintenant, après ces échanges, et vraiment merci beaucoup. Si certaines et certains d'entre vous veulent témoigner, poser des questions à nos intervenants, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas si on a un micro qui circule dans la salle. Si, voilà, je vois 2 questions. Levez-vous, on vous verra mieux, s'il vous plaît. Et pour vous présenter, pour que la personne du langage qui fait la traduction puisse bien vous voir. Bonjour à tous, je suis Alice de Maximi, je suis déléguée à la diversité et à l'égalité professionnelle pour les ministères des Finances.
Je ne vais pas parler de coûts et je ne vais pas parler d'investissement, mais merci pour la notion d'investissement. Je voudrais juste parler des données et de ce qui se passe au niveau de l'international, justement sur les données. Et si vous avez, demain, il y a une initiative qui s'appelle Stand Up for Science. Je voulais savoir un peu si vous aviez des échos, des conséquences de la suppression des mots femmes, inclusion, diversité dans toutes les données qui existent, puisqu'on a mis quand même à l'honneur la donnée qui est quand même la base fondamentale pour lutter contre les discriminations, favoriser l'inclusion, la diversité et l'égalité. Donc, j'aurais bien aimé avoir vos avis là-dessus, parce que en tant que femme, en tant que scientifique, en tant que déléguée, je suis un peu sidérée par ce qui se passe et j'aimerais bien vous écouter là-dessus. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre quelques questions et comme ça, après, vous pourrez organiser vos réponses. Merci beaucoup de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jennifer Boissy, je travaille à la 6e chambre de la Cour. J'ai été très intéressée par vos différentes interventions et notamment ce que Yannick Lortie a évoqué sur the child penalty. Et je voulais savoir si vous aviez des propositions ou des recommandations de pratiques observées dans d'autres pays, parce qu'effectivement, quand un évaluateur dit à une femme, bah, vous avez travaillé l'année dernière que 3 mois, je ne peux pas vous attribuer de prime. Ça se base sur des faits objectifs et finalement, on intériorise le fait qu'on n'aura pas d'augmentation. Ceci n'est pas un exemple privé. Mais en tout cas, voilà, s'il y a d'autres pratiques observées dans d'autres pays pour justement compenser ce child penalty. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être prendre d'abord ces 2 questions. Donc, un appel aux commentaires sur les données et sur leurs résultats. Anne-Cécile. Oui, alors moi, ce que je sais sur, du coup, ces directives de l'administration américaine en ce moment, ça concerne en fait le financement de la recherche scientifique. Donc, en fait, à partir de maintenant, il y a une suspension des financements des travaux de recherche dans les universités américaines financés par l'État fédéral. Donc, heureusement, entre guillemets, la recherche américaine est privée pour beaucoup, enfin financée par des financements privés. Donc, pour le moment, en tout cas, il y a des impacts, mais heureusement, ce n'est pas l'intégralité des recherches sur genre, climat, etc., qui vont être suspendues, parce que ce n'est pas l'intégralité des travaux de recherche qui sont financés uniquement par l'État fédéral américain. Mais néanmoins, on voit au travers de cette décision qu'il y a vraiment une attaque à la statistique et à la data. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, qui, moi, fait partie des motifs de cauchemar depuis le mois de janvier. C'est vraiment si tout le monde n'est pas au courant, du coup, c'est cette volonté, ces directives de l'administration Trump en fait, d'arrêter les travaux de recherche, mais aussi de supprimer des bases de données qui ont déjà été établies et qui sont en ce moment en ligne à nouveau sur les sites de l'État fédéral. Donc, on a des onglets qui aujourd'hui n'apparaissent plus. Toutes les agences fédérales, en fait, y compris par exemple tout ce qui concerne des choses qui apparaissent comme étant, selon eux, entre guillemets, woke, ne doivent plus être des politiques promues par aucune agence fédérale, ne doivent plus être financées par aucune agence fédérale. Donc, on est à la fois sur les recherches qui permettraient d'établir des datas ou l'existence de ces datas qui sont donc aujourd'hui supprimées et sorties des sites. Ce que je sais, c'est qu'il y a en ce moment des initiatives de résistance qui visent à sauvegarder sur des serveurs les données qu'auraient des chercheurs ou qui seraient aujourd'hui, qui auraient pu être sauvegardées avant cette suppression et cet effacement de données. A priori, il avait déjà commencé un petit peu lors de son premier mandat, mais là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus drastique. Et surtout, on est sur quelque chose aussi qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc, en fait, il balance des tas de mots-clés, ce qui permet, en fait, de faire un tri encore plus grossier, en fait, encore plus aléatoire sur tous les dossiers de demande de subvention. Donc maintenant, il ne faut plus du tout mettre nulle part femmes, climat, gender, LGBT. Voilà, il ne faut plus du tout mettre ça, sinon on n'est même pas examiné
par ces agences. Et toutes ces politiques-là sont effacées. Donc, j'avais aussi entendu parler d'une agence américaine pour les étudiants étrangers qui viennent aux États-Unis et l'accueil de ces étudiants étrangers. Donc, toute référence à une politique d'égalité de genre et de promotion de la diversité sont maintenant complètement sorties des sites Internet exclus. Donc, c'est un peu ce que j'essayais de dire aussi tout à l'heure, c'est qu'au vu de ce contexte-là, il est encore plus nécessaire de continuer à avoir, nous, en Europe et particulièrement en France, cette volonté en fait de produire de la donnée parce que justement, c'est ce travail-là aussi qui est attaqué ailleurs. Et d'ailleurs, produire de la donnée, je suis d'accord avec vous sur l'efficacité des politiques d'égalité femmes-hommes, puisque un autre petit son de cloche que j'aime pas du tout, que j'entends là ces dernières semaines, un son de cloche aussi qui est promu par cette administration-là, c'est le fait que les politiques égalité-diversité, d'ailleurs, ne servent à rien, sont totalement inefficaces. Moi, j'ai entendu parler d'une seule étude, et encore, j'attends de voir dans quelle mesure elle a été vraiment bien réalisée, qui parle des réseaux de femmes en entreprise et qui n'aiderait pas tant que ça les femmes en entreprise. Alors nous, on sait déjà que les personnes, par exemple, en charge des politiques égalité femmes-hommes, et c'est votre cas, dans les institutions ou dans les entreprises, sont parfois un peu pénalisées pour défendre ces projets et les mener. Donc ça, on sait déjà que c'est le cas, donc effectivement. Mais en tout cas, il paraîtrait que les réseaux féminins, en fait, sont plutôt, cantonnent les femmes plus que vraiment ne les aident. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument qu'on redouble d'ardeur dans le fait de pouvoir prouver par les chiffres l'importance et l'efficacité des mesures que l'on propose, quitte à, et de toute façon, on est toujours, enfin, si jamais un truc n'est pas efficace, c'est clair qu'il faut le laisser tomber, il faut trouver autre chose. Enfin, nous, on a envie qu'il y ait plus d'égalité, donc ça nous va aussi, bien sûr. Mais voilà, mais comme on sait que face à nous, on a des personnes qui vraiment veulent, ciblent ces politiques-là, veulent les détruire. Là, on a la Cour suprême qui va se positionner, si elle ne l'a pas déjà fait, sur le fait que ce serait discriminatoire des politiques diversité et inclusion. Ils ont déjà, vous le savez toutes et tous, j'imagine, demander aux entreprises qui candidateraient à des financements de l'État fédéral d'arrêter les politiques égalité et diversité sous peine de ne plus recevoir, de ne plus pouvoir candidater à des marchés publics aux États-Unis. Donc voilà, donc en tout cas, c'est d'autant plus important aujourd'hui, et comme le langage de l'argent est un peu le seul qu'ils écoutent, c'est d'autant plus important aujourd'hui de pouvoir compter, mesurer, de regarder dans les faits, dans les chiffres, ce qui se passe sur ce côté-là. Et après, il y avait une autre question sur... La deuxième question, c'était... Les bons exemples internationaux. Sur quoi? Les bons exemples sur... On éclairait les questions. Peut-être vous pouvez reposer votre question, voilà, qui était... Je m'interrogeais sur les exemples internationaux qui visaient à compenser les inégalités salariales liées à la prise d'un congé maternité. Ou... Ah oui, j'explique. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, pardon, juste une petite précision, la loi française, elle dit que, quand même, même si vous êtes parti en congé maternité, vous devez toucher la même prime que vos collègues, en tout cas la même prime que la moyenne des primes. Absolument. Donc, même si vous êtes parti en congé maternité, normalement, vous devez avoir la même augmentation moyenne et la même prime moyenne que vos collègues. Donc, si ça n'a pas été le cas, je vous encourage à... Tout à fait. Peut-être que je ne vais pas vous laisser la parole à tous parce que je pense qu'autrement, on n'aura pas le temps. Excusez-moi. Peut-être, Julie, est-ce que tu as une question à distance qui serait différente de celle de la salle? Non. Bon, mais très bien. Y a-t-il une autre question? Je dis une autre avant de passer la parole à notre secrétaire général pour la conclusion. J'espère que la dernière intervention ne nous a pas complètement cassé le moral. Hein. Voilà, parce que ce n'était pas l'objectif de notre matinée, mais vigilance. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux questions. Donc, pardon, Raphaël Gressier, je suis auditrice à la Cour. J'ai l'impression qu'il y a deux questions qui sont un peu distinctes, qui sont d'une part le niveau de rémunération et d'autre part le temps de travail. Et ce que j'entendais tout à l'heure, plutôt sur le volet justice, était de donner aux hommes plutôt une éducation féminine. Et ça recoupe le rapport au temps de travail des femmes, c'est-à-dire, donc il y a dans un certain nombre de cas des temps partiels qui sont subis,
mais je ne sais pas, nombreux sont les collègues masculins qui, dans l'idéal, voudraient travailler moins, avoir un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso, et donc finalement avoir plutôt l'équilibre voilà, qui correspond aujourd'hui aux femmes. Et ça, en termes de coûts ou au contraire de recettes, en fait, le modèle actuel, ce serait plutôt de dire les femmes veulent travailler davantage à temps plein et ça, c'est créateur de richesse. Mais est-ce que ce à quoi aspirent les personnes et en particulier les hommes, c'est pas au contraire que tout le monde travaille moins avec un équilibre différent entre vie pro et vie perso et auquel cas, est-ce que ça pose des problématiques en termes de richesse globale? Est-ce que cette question... Je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, non, 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 pas du tout. C'est bien de poser cette... Est-ce que cette question... Voilà, Yannick, mais vous allez... C'est vraiment une question. Enfin, moi, je trouve que c'est la bonne façon de prendre le problème, en fait. Le problème, c'est pas effectivement... parce qu'on a eu des actions... de politique privée dans les entreprises et publiques, notamment dans le cadre d'accords égalité professionnelle, dans lequel on mettait en place des dispositifs visant à améliorer les possibilités de conciliation pour les femmes. Et ça se traduisait essentiellement par une réduction de la durée du travail des femmes, et donc par une exposition plus importante encore au temps partiel, et donc par une augmentation des pénalités salariales quand on regarde les inégalités de revenus salariaux. Alors que vraiment, à l'évidence, la bonne solution, c'est l'égalité dans la sphère domestique, c'est de faire en sorte que les hommes soient effectivement, partagent beaucoup mieux la charge, toutes les charges associées à la vie de couple et associées à la parentalité. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont effectivement, qui seraient pour, quoi. Et de la même façon, il faut aussi faire en sorte que les femmes qui souhaitent avoir un investissement professionnel soutenu, qui souhaitent faire une carrière, puissent le faire sans être condamnés à des arbitrages drastiques qui les forcent à faire autre chose, en fait. Donc, l'enjeu, c'est bien de faire en sorte d'augmenter la participation des hommes dans la sphère domestique, qu'il y ait davantage d'égalité dans la sphère domestique. Et c'est pour ça que c'est super difficile, en fait, à réussir, parce que on est dans le domaine de l'intime, on n'est pas dans le domaine, a priori, de la politique publique qui se déploie en entreprise ou dans une organisation publique. Hein. On est dans le domaine de la conciliation. Et donc, il faut pouvoir mettre en place des actions qui favoriseraient un meilleur équilibre dans les couples et pouvoir aussi les évaluer. Mais ça, on en est encore loin, je pense. Merci beaucoup. Simone Veil s'était beaucoup exprimée sur ce sujet et on voit bien les équilibres dont nous parlons. Je pense que nous avons déjà dépassé notre temps et donc je vous propose que nous laissions la parole finale à notre secrétaire général. Merci beaucoup à Maya Virgeng pour faire la conclusion de notre table ronde. Bon, c'est pas très facile de faire la conclusion d'une table ronde aussi riche et aussi dense. Je dirais peut-être juste quelques mots. D'abord, un immense merci à vous trois et à Madame Pétavin qui est venue tout à l'heure pour vos interventions. Parce que quand on a évoqué cette thématique pour l'année 2025 avec Muriel Domnac et avec Mireille Faugère, on s'est dit que en fait, la Cour était mûre pour aborder ce sujet pour la première fois, non pas sous l'angle de notre organisation interne seulement, mais aussi sous l'angle du cœur de nos missions, c'est-à-dire de nos contrôles, de nos évaluations de politique publique et du rôle finalement que la Cour pouvait jouer dans les enjeux d'égalité par son activité et pas seulement par ses modes de gestion. Et pour ceux qui ne le savent pas, je voulais aussi dire que cette politique égalité à la Cour, elle a à peu près une dizaine d'années et elle a aussi commencé d'abord par un collectif, puis par une association qui a été créée en 2018, la Cour au féminin, et qu'aujourd'hui, donc 10 ans après, elle est une politique portée, j'allais dire, au plus haut niveau de cette maison, mais qu'elle a eu aussi voilà, cette évolution interne qui n'est pas toujours connue de tous. Et donc, dans ce continuum, le premier président l'a rappelé tout à l'heure, on a eu finalement au cours des dernières années un très fort investissement sur l'évolution de notre gestion, c'est-à-dire sur nos enjeux d'égalité en tant qu'employeur public et les nécessités que nous avions d'être exemplaires dans cette matière-là. Et plusieurs de vos interventions nous montrent qu'on a peut-être encore un peu de chemin à faire aussi, puisqu'on a obtenu effectivement un label en matière d'égalité en 2023. On est en train de viser en 2025 un label en matière de diversité, mais on sait aussi, et tous vos propos l'ont montré, que
C'est vraiment une action qui doit être multidimensionnelle. Elle ne porte pas seulement sur les recrutements et sur les promotions, mais aussi sur tous les parcours de carrière, sur le temps de travail, sur les rémunérations, sur les formations. Et on l'a dit aussi, elle ne porte pas seulement sur les femmes, mais bien sur les hommes et les femmes à l'intérieur et au sein de cette institution. Mais ce qui nous a intéressés dans le fait de monter cette rencontre aujourd'hui, c'était de se dire qu'au fond, notre responsabilité en tant que juridiction financière, elle n'est pas seulement celle d'employeurs publics, qui est en partage finalement avec toutes les institutions et d'ailleurs aussi avec les organismes privés, mais nous avons peut-être aussi une responsabilité particulière qui est liée à notre mission et à notre métier d'institution supérieure de contrôle. Et donc nous souhaitions interroger cela et confronter, et je vous remercie vraiment de vous être prêté à l'exercice, confronter finalement à la fois vos approches de recherche, de forums stratégiques internationaux ou d'associations et ce que peuvent apporter nos travaux dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez aussi vous nous apporter dans nos travaux en matière d'égalité, soit sur les politiques d'égalité elles-mêmes, soit sur les enjeux d'égalité dans l'ensemble des politiques publiques que nous sommes amenés à traiter à travers tous les travaux de la Cour ou des chambres régionales des comptes. Alors, dans ce domaine-là, je crois que vous l'avez dit à plusieurs reprises, évidemment, tout ce que vous avez dit fait beaucoup d'écho, puisque le fait de se dire que les chiffres peuvent faire bouger les lignes, le fait de comptabiliser, de documenter des constats, de les contredire aussi. Vous le savez, la contradiction est au cœur de nos méthodes et de nos procédures, de les débattre collégialement. C'est effectivement quelque chose auquel on croit et donc de se dire que ça peut effectivement être utile pour éclairer le débat public dans cette matière, je pense que c'est quelque chose de très stimulant pour les équipes. Et je terminerai peut-être pour dire que vous avez aussi montré à quel point cette problématique, pour nous, constitue au fond une nouvelle frontière. Je ferai le parallèle avec cela, avec le thème de l'environnement. Il se trouve que dans cette salle, il y a quelques jours ou quelques semaines, on a tenu une journée d'études sur les enjeux de la performance environnementale des politiques publiques et des enjeux qui s'attachent à la comptabilisation budgétaire, comptable ou extra-financière des enjeux de transition écologique dans les politiques publiques. Je crois que ce que vous avez montré aujourd'hui, c'est que le champ est aussi à investir. Nous avons commencé à le faire, mais il doit être maintenant approfondi dans le domaine de l'égalité, puisqu'on voit à quel point les enjeux de comptabilisation, les enjeux de coûts, les enjeux également d'approche par l'investissement sont véritablement extrêmement porteurs pour éclairer finalement et faire avancer les sujets d'égalité au sein des politiques publiques et peut-être même au-delà. Donc, je terminerai peut-être par cela, vous dire que pour nous, en tout cas, à la fois les plus convaincus, mais je crois aussi, et c'était l'enjeu pour nous, tous ceux qui s'intéressent au sujet des politiques publiques au sein des juridictions financières, cette table ronde est vraiment pour nous une source d'inspiration. Ça n'épuise pas tous les sujets, vous en avez souligné beaucoup, la question de la disponibilité des données, la question des choix méthodologiques, de la rigueur des modèles, notamment que nous pouvons utiliser ou construire sur le calcul des coûts, qui nous pose beaucoup de questions. Vous l'avez vu peut-être pour ceux qui ont lu les rapports qui ont été évoqués à plusieurs reprises, y compris le rapport de janvier 2025 sur les parcours professionnels. Ce sont des questions méthodologiques majeures et elles doivent être traitées avec beaucoup de rigueur parce qu'elles emportent aussi la crédibilité de nos constats et le fait qu'on puisse ensuite en débattre de manière la plus apaisée possible. Mais on y croit beaucoup et pour tout cela, merci infiniment et merci aussi à tous et à toute l'assistance.